On poursuit cette émission, si vous le voulez bien, avec vous, Gilles Pialou. Vous le savez, tous les jours du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Et parmi eux, Hélène Kuttner, juste à ma gauche, notre femme de théâtre, pour fouler les scènes que vous aimiez ou bien vous faire découvrir des choses qui pourraient vous plaire. J'en suis retournée. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. Oh, la vilaine. On embrasse maman, mamie. Eh bien, à présent, Hélène Kuttner vous propose de découvrir un univers que nous connaissons tous et qui va nous enchanter. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour professeur Pialou, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous êtes, Cyrielle l'a rappelé, tout le monde le sait, un expert en maladies infectieuses. Vous avez dû faire face encore aujourd'hui à des vagues épidémiques qui chahutent tout l'hôpital public. On parlait de la maladie de Charcot. Pourtant, et bien heureusement, vous aimez l'art et le spectacle vivant sous forme de comédie musicale, comme le fantastique Singing in the Rain, que vous avez vu il n'y a pas très longtemps, ou les créations chorégraphiques de Maurice Béjart, qui vous offrent des parenthèses enchantées. Alors, moi, j'aimerais vous continuer à tenter de vous enchanter avec Cendrillon, une création signée de la metteur en scène Marianne Clément, qui se donne actuellement à l'Opéra Bastille. On en écoute, si vous voulez bien, un extrait. Cendrillon, c'est un opéra composé par Jules Massenet en 1895 pour enchanter véritablement le public de l'époque qui connaissait le conte de Charles Perrault. Et dès qu'elle fut créée à l'Opéra Comique, l'œuvre connut très rapidement un succès mondial qui alla de Rome à Bruxelles, jusqu'en Amérique, à la Nouvelle-Orléans et à Buenos Aires, où Cendrillon fut joué au tout début du XXe siècle. Alors, ça a l'air très agréable à voir. On est enchanté justement en écoutant ce ballet, si on peut dire que c'est un ballet. Est-ce que l'opéra respecte l'histoire originelle de Cendrillon? C'est quand même la question qu'on se pose, Hélène. C'est la question qu'on se pose, Cyrielle. Et effectivement, c'est un opéra, en fait, même s'il y a un peu de danse, c'est un opéra. Le livret d'Henri XV s'en éloigne très peu. Et Massenet, par une invention mélodique sensationnelle et des combinaisons orchestrales saisissantes, a créé de toutes pièces un véritable conte de fées musical. Claude Debussy, qui était un compositeur contemporain de Massenet, voyait en Massenet l'historien musical de l'âme féminine, parce qu'on considérait que Massenet écrivait pour les voix féminines comme aucun compositeur. Il est vrai que dans ce conte de fées, les femmes sont reines, fées ou princesses. Imaginez-vous que même le personnage du prince charmant est chanté par une soprano, On adore. à la manière de Chérubin dans Beaumarchais et Mozart, alors que la fée a un timbre de coloratura très, très haut, celui de la Reine de la Nuit, créé par Mozart dans la Flûte enchantée. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui chantent dans l'orchestre des harpes, un corps, des flûtes, des cordes, des bois très aigus. L'orchestre démultiplie les audaces pour tisser une toile magique et incandescente à cette histoire merveilleuse sous la direction du chef italien Carlo Rizzi. Alors, est-ce que la mise en scène est à la hauteur de cette inventivité musicale? Totalement, Cyrielle. Marianne Clément, qui est une jeune femme qui avait déjà monté pour l'Opéra de Paris un Hansel et Gretel très réussi, imagine avec sa scénographe Julia Hansen un décor qui ressemble à celui du film Charlie et la chocolaterie. Une énorme machinerie de cuves et de tuyaux fumants qui dessine les débuts de la machine à vapeur. On est au début du XXe siècle, fin du XIXe, et de l'industrie qui va aussi transformer en usine à fabriquer des princesses. En effet, les deux sœurs de Cendrillon, plus terrorisées que méchantes, une fois passées dans la lessiveuse à vapeur, vont ressortir pomponnées comme des poupées Barbie dans des robes roses gaufrées qui ressemblent à des barbes à papa. Leur mère, la marâtre de l'héroïne, est une tornade hystérique qui carchérise tout le plateau, alors elle c'est plutôt une sorcière, ne laissant pas son pauvre mari Pandolphe que des larmes pour se plaindre de son malheureux sort. Il y a dans cette mise en scène moderne, vivante, un tas de clins d'œil au cinéma et à la bande dessinée. Entre chaque acte, une petite vidéo stylisée à la manière de films d'époque, des films du début du siècle, du 20e, pardon, annonce la couleur. Le prince est incarné par l'Irlandaise Anna Stephanie, est un ado en jean et basket rouge tout fin qui s'ennuie sec, alors que la Cendrillon de Tara Hero, une autre Irlandaise, ressemble fort à une gamine d'aujourd'hui condamnée à l'isolement moral, on en parlait, et privée du divertissement. La mise en scène décale l'histoire avec beaucoup d'humour, mais raconte la vraie rencontre amoureuse dans un sous-sol qui est une forêt de cuves mystérieuses. En effet, sitôt qu'ils se retrouvent, Cendrillon et son prince charmant découvrent dans une des cuves un cœur sanglant qui palpite comme un organe vivant.
La pièce est terminée, on a fait de son mieux pour vous faire envoler par les beaux pays bleus, chantent les personnages à la fin du spectacle. C'est en effet un spectacle merveilleux, réjouissant, que l'on savoure aujourd'hui en cette période troublée par l'actualité incertaine. Et peut-être un tantinet féministe. Exactement. Un tantinet. Exactement. On est d'accord. Il aimait les femmes et il les servait bien, en tout cas vocalement. Eh ben, Absolument. écoutez, on est ravis. On va y aller, je pense, Gilles Pialou. Je pense que je vais me resociabiliser là, grâce à vous m'avez donné envie. En plus, j'ai des enfants bas âge, donc ça traverse Exactement. des personnages que je côtoie encore. Eh bien, écoutez, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 28 avril. On va y aller, on ira tous ensemble. Et tout de suite, on passe à la chronique émotion sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique émotion avec toute la culture que vous aimez, Gilles Pialou, et qui en dit long sur vous. Et je crois savoir que vous vouez un sein à 2 artistes importants pour vous. On est en train d'écouter d'ailleurs. Vous les avez en 4x3 dans votre bureau à l'hôpital Tenon. Freddie Mercury avec un poster tableau de lui, et puis aussi Barbara. Vous nous avez confié tout à l'heure une petite chose, puisque je crois que vous avez contribué à l'exposition Barbara 2017-2018 à la Philharmonie de Paris. Dites-nous tout. Tout sur l'exposition. Tout sur ce que vous avez fait, l'exposition. Magnifique, mais voilà, puisque c'est arrivé par Télérama, elles sont venues me chercher d'Hérouville parce que j'étais en prison avec Barbara quand elle chantait. Moi, je faisais des informations sur le sida. On a fait une quinzaine de maisons d'arrêt et de centrales. Et puis, c'était l'époque de son combat du sida. Je l'avais rencontrée à Libération en 87. J'avais fait son interview et elle était venue, et on s'est trouvés. Ça peut paraître paradoxal. Moi, je tremblais comme une feuille de l'interviewer. En plus, j'aimais son univers. Et puis, en partant, elle m'a dit, j'ai osé. Je lui ai dit, mais si vous avez besoin, j'étais jeune docteur, si vous avez besoin pour votre combat sur le sida de quelqu'un qui vous guide, je le ferai. Et elle m'a rappelé 15 jours après. Je me rappelle très bien, parce moi, j'arrivais tard à Libération, et il y a quelqu'un qui me dit il y a une Barbara qui a téléphoné pour toi. J'ai dit ah bon, mais Barbara comment? Elle a dit Barbara tout court. Et après voilà, je l'ai emmené dans les hôpitaux, et cette exposition retrace les échanges de fax et toute cette partie sur les prisons, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Et moi par exemple, je n'ai pas retrouvé des images où je suis. J'ai bien cherché, j'ai retrouvé les images où on la voit elle, bien sûr, parce que ça a été gardé par C'est pas évident de pouvoir filmer en prison. Oui, voilà, pas toujours évident en tout cas. Par définition, c'est souvent les associations qui sont sur place, et on a retrouvé un certain nombre de documents. Et donc, dans cette exposition qui était magnifique, où on traverse toute son histoire, notamment quand elle a fui, etc., elle a fui le nazisme, etc., mais ça va jusqu'à son combat sur le sida et jusqu'à la fin de sa vie, avec plein d'objets, le piano, le rocking chair, etc. Exposition magnifique. Freddie Mercury, également ouvertement bisexuel, qui est mort à l'âge de 45 ans des suites d'une pneumonie, mais qui avait révélé au public être porteur du VIH et atteint donc du sida. Est-ce que c'est votre passion pour ces 2 artistes potentiellement qui vous a poussé à traiter ce sujet principalement du VIH, ou absolument pas? Non, je crois pas. Enfin, là, vous m'envoyez une question que je m'étais jamais posée. Vous les aimiez avant? Oui. Très clairement, oui, Freddie Mercury, très clairement, bien avant. J'ai découvert ça. J'ai découvert par un journaliste anglais qui avait ses bureaux à Paris quand j'étais chef de clinique. Il m'a appelé, il m'a dit, il paraît que j'étais à l'Institut Pasteur à l'époque. Il y avait un hôpital dedans, et il me dit, il paraît que c'est vous qui soignez Freddie Mercury. Alors je lui ai dit évidemment les réponses que j'avais l'habitude de dire. De toute façon, je ne vous le dirai pas si c'était le cas. Mais je lui ai dit évidemment, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été une rencontre, même au sein de la maladie, qui aurait été incroyable. Je n'ai jamais évidemment rencontré Freddie Mercury, mais je continue à l'écouter, à l'aimer, et j'ai beaucoup écouté pendant le Covid. Vous avez écouté aussi une autre personne pendant le Covid, je crois que c'est Julien Clerc avec son album de duo, le 25e album studio de Julien Clerc, qui est sorti le 22 novembre 2019. Il est composé de succès du chanteur qui sont donc repris en duo avec notamment un artiste que vous aimez beaucoup aussi, Gilles Pialou, et qui s'appelle Christophe Maé. On écoute. Je veux être utile à vivre et à rêver, comme la lune fidèle à n'importe quel quartier. Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile
à vivre et à chanter. La 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 la. Vous avez envie d'être utile, Gilles Pialou? Là, c'est la deuxième question pour laquelle j'ai pas la réponse. Oui, enfin là, j'ai essayé d'être utile pendant ces années-là. Pas seulement les deux auxquels vous avez fait référence, mais celles d'avant. Oui, mais ce que j'aime bien dans les duos, c'est j'aime bien les rencontres, moi, vous avez pu le comprendre, et je trouve que les duos, c'est souvent des rencontres exceptionnelles. Et je trouve que ce disque de duo est, bon, c'est pas original de faire chanter deux personnes en même temps, mais je trouvais qu'il était très bien fait, très bien fait. Il y a aussi un titre de duo que vous aimez beaucoup, c'est L'Ours de Christophe Maé et Youssou N'Dour. Il y a aussi un titre que vous aimez beaucoup, c'est celui de Cat Stevens qui s'appelle If You Want to Sing Out, Sing Out. C'est la bande-son du film Harold et Maude. Mais puisqu'on parle de film, eh bien, j'ai envie qu'on s'intéresse à votre film préféré, Gilles Pialou, parce que je crois qu'en fait vous êtes un grand romantique. Vous m'avez confié que la crise sanitaire et votre implication ont suspendu un peu votre goût pour le cinéma, entre autres. Vous n'avez pas vu le dernier James Bond? Je l'ai vu depuis. Vous l'avez vu depuis dimanche. Votre réponse? Il est passé samedi sur Canal+. On a fait un petit rattrapage. Vous avez pensé à moi. Écoutez. Et le dernier film que vous avez vu, en tout cas au cinéma, avec un de vos enfants, c'est Gagarine, qui est réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille, où c'est l'histoire en fait d'un jeune enfant qui est en fait un poète à l'intérieur de lui, un vrai rêveur. On peut considérer que c'est ça. Mais votre film préféré, eh bien, j'ai envie qu'on se laisse un petit peu bercer. C'est le chef-d'œuvre réalisé par Wong Kar-wai en 2000, un film qui est souvent considéré à juste titre comme le film romantique ultime. Oui, c'est un film esthétique ultime aussi. Vous avez demandé à ce qu'on le projette à votre dernière heure s'il est encore disponible. Je ne serai pas là pour vérifier, mais c'est vrai que je l'ai marqué sur un petit papier. Pourquoi? J'ai un petit papier qui est rangé dans ma biographie de Freud. C'est là où biographie de Freud. Tout le monde sait que c'est dans la biographie de Freud. C'est là où je mets quand j'ai quelque chose qui me vient autour de ce sujet. Il y a effectivement, parce que je trouve ça très joli. C'est intemporel. C'est vrai que c'est 2000, mais je pense que les gens qui le regarderaient, qui le téléchargeront, ils n'auront pas de notion de temporalité. Il y a une version qui a été restaurée récemment, aussi. Qui a été restaurée en version 4K récemment. Pourquoi vous aimez ce film précisément? On écoute? Non. On écoute en même temps, mais pourquoi vous aimez ce film précisément? J'aime bien l'esthétique comme ça poussée. Alors ça peut être aussi un défaut pour un film, mais l'esthétique de décor, l'esthétique du rapport entre l'image et la musique, la lumière qui est absolument hallucinant, ce qu'on appelle la photographie dans ce film. Et puis c'est quelque chose qui me tient, qui m'émeut, quoi. Ça nous émeut aussi. On écoute un tout petit peu sur Radio J. Allez, maintenant vous allez vous faire croquer, si vous le voulez bien, Gilles Pialou, avec notre chroniqueur, notre humoriste du jour, Mickaël. Et on n'est pas trop pressé. Bonjour Mickaël Delacour. Bonjour Cyrielle, bonjour Gilles Pialou, j'espère que vous allez bien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on va espérer que ça continue. Alors Gilles, si j'ai bien compris, votre plat préféré, c'est le cheesecake. Mais pas n'importe lequel, c'est un cheesecake sans coulis. Alors, bon, quand j'ai lu ça, j'ai tout d'abord été divisé. Je m'explique, moi, d'un côté, je ne peux que m'identifier à quelqu'un qui, quand on lui demande son plat préféré, répond un dessert, parce que moi-même, quand on me demande mon plat préféré, je réponds un dessert. Et là, Cyrielle devrait me demander quel dessert. Pardon. Moi, je réponds un dessert. À n'importe quel dessert, je suis heureux. Le sucre, c'est ma passion. Et puis, je ne peux que valider ce choix du cheesecake qui allie le meilleur des deux mondes, du fromage, du gâteau. Il n'y avait aucune chance que le résultat ne soit pas merveilleux. Je me permets néanmoins de m'interroger sur le choix du sans coulis. Je suis quelqu'un d'habituellement assez tolérant. La preuve, j'ai mangé sans renfrogner les pâtes que m'avait préparé ma copine hier soir. Pâtes cuisson 2 minutes mélangées à des pâtes cuisson 7 minutes. Elle a donc décidé de faire cuire 2 x 7 égale 14 minutes. Pour mon plus grand bonheur. Je suis tolérant et ma copine me fait peur, donc je n'ai rien dit. Je peux donc tenter de tolérer ce choix du sans coulis. Si de par aventure vous aviez une bonne raison pour justifier cette faute de goût, car oui, Gilles Pialou, je l'affirme haut et fort, c'est une faute de goût. Mickaël Delacour, humoriste engagé. Pour moi, un cheesecake sans coulis, c'est comme une fricadelle sans frites, comme un kebab sans kebab, ou comme un rosé sans pamplemousse. Non mais attendez, en kebab, il y a quand même des sauces samouraï et compagnie à n'en plus finir. Une petite parenthèse. C'est vrai. Non mais je pensais sans la viande du kebab. Ah oui, là c'est autre chose.
Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Et pour le rosé sans pamplemousse, non, oubliez, c'était une mauvaise comparaison. Mais bon, peut-être avez-vous une excuse pour cette faute de goût. Peut-être, Gilles Pialou, possédez-vous, à l'instar de ma sœur, un défaut proprioceptif qu'on appelle plus communément dans le jargon maladresse, qui empêche de viser proprement avec la cuillère l'orifice buccal, occasionnant par la même occasion des taches de coulis sur vos vêtements. Peut-être. Et je vais vous dire, je veux pas savoir la raison. Je préfère espérer qu'elle soit bonne et garder l'image de héros que j'ai de vous. Parce que oui, vous êtes pour moi un de ces héros du quotidien, par votre travail au MIT, le Service des maladies infectieuses et tropicales, mais aussi par votre travail de pédagogie, notamment dans les médias lors de la crise du Covid. Vous avez notamment déclaré, vous le rappeliez tout à l'heure Cyrielle, à propos du respect par les Français des gestes barrières, que les gens auront les vagues qu'ils méritent, le genre de phrase à ne pas sortir à Noël en Asie du Sud-Est. Mais vous êtes un héros, souvenir 2004 pour ceux qui ne se rappellent pas. Vous êtes un héros également en nous rappelant avec votre roman à quel point la vie est précieuse et à quel point il est important d'en profiter. Vous nous contez l'histoire de votre ami Philippe Perrin, atteint de la maladie de Charcot. Alors pour nos auditeurs, la maladie de Charcot, c'est une maladie qui provoque une atrophie graduelle des muscles et une paralysie progressive des patients évoluant jusqu'à sa mort, à ne pas confondre avec la maladie de Sarko. Maladie de Sarko qui provoque une atrophie graduelle du débat public et une paralysie progressive de la démocratie évoluant jusqu'à sa mort dimanche prochain quand Marine sera élue. Ah non, mon Dieu. Non, on parle ici de la maladie de Charcot, dite aussi sclérose musculaire amyotrophique ou SLA, SLA ou Slalope, le petit surnom donné à la maladie par la compagne de votre ami. Anna. Parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette histoire. Face à la maladie, vous écrivez cette quête de légèreté, d'humour, de voyage pour votre ami et son entourage, cette quête de vie, en somme. Si on avait reçu votre ami, il n'aurait pas donné un dessert, lui, il aurait pris tout le banquet gaulois, entrée, plat, dessert 3 fois. Parce qu'en prenant conscience de la finitude de la vie, on a faim, on a soif et on la dévore à pleines dents. Merci beaucoup Gilles Pialou de nous l'avoir rappelé. Et merci beaucoup à vous Mickaël Delacour pour cette chronique. On vous retrouve sur scène pour une date exceptionnelle avec votre spectacle Merci Vasectomie à la Nouvelle Scène le 8 juin. On viendra vous voir bien sûr et puis on vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques secondes. Mais tout de suite, c'est le journal sur Radio J, mais juste avant une petite pause.